Voilà, on va reprendre avec Monsieur Sejdine du bureau Parla. Et je lui cède la parole. Voilà, bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-moi pour la voix, mais je vais sortir d'une fameuse grippe, donc on va faire avec la voix cassée. Voilà, donc dans un premier temps, je voudrais rappeler ce qu'on avait présenté la dernière fois en décembre 2016 concernant l'étude du projet. Donc en fait, au niveau de l'intervention architecturale, ici, ce qu'il y a, c'est intervenir au niveau des façades, avant-arrière. Donc par logement, nous avons plus ou moins 35 mètres carrés de façade par appartement. Donc l'idée, en fait ici, votre bâtiment se compose d'une structure béton. Et pour combler les vides, ce sont des châssis avec simple paroi, il n'y a pas d'isolant du tout. Donc l'idée, ce serait de démonter ces grands châssis et alors de venir remettre un panneau qu'on préfabrique, donc avec la structure bois, l'isolant nécessaire et le châssis. Donc ce panneau peut être terminé à 100% avec châssis incorporé, donc il n'y a vraiment que l'assemblage au niveau de chaque appartement à réaliser. Alors, donc nous avons la façade arrière ici au niveau des chambres, donc vous voyez les panneaux préfabriqués donc, qui viennent de structure à structure, et alors nous avons des éléments qui viennent terminer ces différents panneaux par des éléments en aluminium, enfin au niveau architectural, et isoler aussi ces parties-là. Donc il y a aussi toute une gaine technique au niveau de l'alimentation de chaque appartement qui passe devant la structure béton. Donc c'est aussi protéger tout cet équipement. Donc la partie centrale, là vous avez vu le pignon. Donc le pignon, lui, sera traité par isolant plus enduit, tandis que de l'autre côté, ben là c'est le panneau et habillage par un bardage métallique aluminium. Alors, voilà. Donc ici, c'est au niveau de la façade avant, du côté des séjours. Alors, nous avons le traitement des balcons. Donc là, nous revenons également avec l'isolant, le panneau préfabriqué, châssis incorporé dedans, et alors chaque élément et le pignon. Au niveau central, ben, c'est la même chose. Nous avons le panneau ici préfabriqué et alors l'isolation là en préfabriqué aussi, enfin en panneau de bardage identique à la façade. Donc ici, par rapport à ce qui avait été présenté la dernière fois, on vous montre qu'il y a d'autres possibilités. Je vous avais dit, on était parti sur un aspect de couleur et tout ça. Donc, on peut toujours traiter de différents moyens. Nous avons la situation existante, nous avons la situation projetée où, ben là, on ne voit pas tant de différence puisqu'on traite vraiment chaque élément des appartements avec un panneau de couleur. Bon, ici, on était parti tout ce qui était enduit en couleur claire, blanc, beige, blanc cassé, et alors tout ce qui est panneau de bardage travaillé
par un panneau de couleur gris. Entre le gris anthracite et le gris clair, pas trop, mais bon, tout ça va se travailler ensemble. Voilà. Ça peut donner donc de vue de la façade du côté des chambres. Et alors on aurait du côté des séjours ce que je vous ai montré. Alors maintenant, pour revenir un petit peu à la manière de travailler et la philosophie du bureau, il y a trois manières de traiter votre dossier. Première solution, là c'est la solution normale à un contrat d'architecture. Là il y a phase par phase, il y a la phase avant-projet, la phase permis de bâtir, phase projet, demande de soumission et alors chantier. L'avantage et inconvénient, là, au niveau du traitement du dossier, chaque phase est bien répertoriée et nous arrivons à une étude au fur et à mesure, on travaille ensemble et le projet pour demande de prix arrive à la fin où nous avons les demandes de soumission. L'inconvénient, c'est que nous allons connaître, même si vous avez une estimation de notre part, le prix définitif sera établi lors de la soumission au niveau des différents entrepreneurs. Et de là, ressortira le montant exact des travaux, ce qui engendre une préparation après au niveau du financement, je suppose, et de pouvoir débuter le chantier. Deuxième proposition, c'est de travailler directement avec des entreprises. Donc, si nous avons plusieurs lots, bon, je vais réintégrer pour notre ami, notre ingénieur Pierre. Donc, il y aura la partie chauffage, sanitaire et ventilation. Donc, nous avons un lot à ce niveau-là. Nous avons le lot châssis. Nous avons le lot gros œuvre, donc préparation de toute l'enveloppe isolante, aussi bien au niveau de l'enduit que des panneaux de façade. Donc là, en travaillant en direct avec différentes entreprises, nous allons sauter des étapes dans la manière de travailler. Donc nous travaillons toujours en collaboration avec le maître d'ouvrage pour voir un peu au niveau architecture vers quoi nous allons. Et directement, on travaille avec les entreprises pour qu'ils puissent chiffrer chaque poste. Et alors, donc là, c'est vraiment avant projet, et avant l'introduction de permis. Et donc, nous aurons le montant des travaux exacts à réaliser. Donc voilà, l'avantage c'est quoi? C'est vous connaissez votre investissement et nous avons le temps de le traiter aussi bien au niveau financier que planning du chantier. Alors maintenant, l'inconvénient à ce niveau-là, aussi bien dans les autres cas, dans le premier cas, c'est que nous allons travailler avec des entreprises, on espère, en les choisissant, pignon sur rue, mais tout peut arriver vu qu'on se retrouve ici avec plusieurs entrepreneurs et bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors il y a une troisième solution où là c'est un système qui s'appelle le voting, un voting. Et là, en fait, on est 4 intervenants. Donc il y a la partie maître d'ouvrage, l'architecte, le bureau d'études et une entreprise générale. Donc avec l'entreprise générale, on travaille ensemble. Ça veut dire dès le départ, nous, avec le maître d'ouvrage, on regarde au niveau de la faisabilité, comme j'ai dit tantôt, au niveau architectural et technique avec Pierre.
Et alors, à partir de là, on a une entreprise générale avec qui nous allons traiter. Cette entreprise va élaborer, va étudier le dossier pour faire son prix global. Je vais vous dire un prix global maximum. Je vous expliquerai après ce que ça veut dire. Et donc, nous arrivons à un montant de travaux. Si, donc, avec le maître d'ouvrage syndic, on regarde si les montants des travaux correspondent bien à vos attentes. Donc, encore une fois, préparation du dossier de permis de bâtir, oui, permis d'urbanisme, et alors préparation du financement, préparation du phasage du chantier. Alors, l'avantage ici, c'est que nous aurons un interlocuteur, une entreprise générale, pignon sur rue, donc toutes les garanties sont du côté de l'entreprise générale, aussi bien pour assurer au niveau des sous-traitants qu'à leur niveau. Maintenant, il y a, avec ce système-là, c'est l'entreprise générale qui gère toute la coordination entre les différents entrepreneurs, entre les différents sous-traitants. Et donc, la partie installation de chantier, échafaudage, réalisation de certains travaux que eux pourraient réaliser, ben, voilà. Et alors, à partir de là, il y a l'entreprise générale va demander des prix. Alors, l'avantage de ce système, je vous ai dit, au niveau assurance, vous avez une plus grande garantie pour la réalisation des travaux. Alors, en fait, nous allons fixer avec l'entreprise un montant global maximum. C'est ça que je voulais vous expliquer. Qu'est-ce qu'un montant global maximum? L'entrepreneur ici, après notre étude de l'avant-projet, avant l'introduction de toute démarche au niveau permis d'urbanisme et tout ça, ben lui va fixer son prix global. Mais ce sera un prix qui va garantir auprès de vous. Donc ça veut dire ce sera le maximum. Maintenant, l'entreprise va prendre la responsabilité que si les travaux dépassent ce montant-là, prend en charge tout ce qui dépasse. Il y a un autre avantage dans ce système, c'est que maintenant, une fois que nous avons établi ce prix global, ici on travaille à cahier ouvert avec le maître d'ouvrage. Donc, lors du commencement du chantier, il y aura des soumissions auprès de différentes entreprises sous-traitants. Voilà, je vais arriver par exemple poste de châssis, on a autant de mètres carrés et nous recevons 3 prix. Et alors, nous avons le prix de l'entreprise générale, nous avons les 3 autres prix des sous-traitants. Là-dedans, nous allons voir un sous-traitant sera plus élevé par rapport à l'entreprise générale et on va dire que 2 autres sont beaucoup plus bas au niveau de la remise de prix. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue le prix, donc vous allez me dire que l'entrepreneur va gagner plus. En fait, dans le booting, c'est pas ça. Il y a un arrangement qui se fait entre l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et les différentes personnes qui participent au chantier. Et donc là, il y a une répartition des bénéfices. Je vais dire, vous avez peut-être, on va arriver ici à 4 millions d'euros de chantier. À la fin du chantier, avec les différentes remises de prix, avec l'exécution, le choix des différents sous-traitants, nous allons arriver à 3,5 millions. Il y a un bénéfice de 500 000 euros. Mais ce bénéfice va être réparti suivant les différents accords qui seront pris avec le maître d'ouvrage, l'entrepreneur, les différentes personnes qui s'occupent du chantier. Et donc là, vous aurez une ristourne sur le montant des travaux. Donc ça veut dire que le montant fixé par l'entreprise générale est garanti.
tout ce que vous pouvez avoir ici de plus par rapport à d'autres, les autres moyens, ben, c'est avoir une ristourne. Vous n'aurez pas de supplément, mais vous pouvez avoir une ristourne suivant les différentes remises de prix. Bon, maintenant, je vais dire, ça c'est comme dans tout chantier, il y aura de notre part, bureau d'études, un cahier de charge, un maîtrise et différentes descriptions des différents matériaux, produits que nous allons utiliser. Et donc, c'est aussi rigoureux qu'un autre chantier, puisque chaque produit sera décrit, et c'est par rapport à ça qu'on travaille. Mais c'est suivant les remises de prix des sous-traitants. Vous aurez peut-être, enfin, vous aurez l'avantage de pouvoir bénéficier s'il y a moins 10 ans. Voilà. Maintenant, peut-être, Pierre, je vais donner la parole à Pierre pour voir aussi au niveau du phasage, donc par quoi nous pouvons commencer le chantier et par quoi on peut le terminer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis la personne qui s'occupe donc de l'ingénierie, donc surtout des techniques spéciales. Donc le chauffage, la ventilation, le sanitaire. Donc au niveau du phasage des travaux, comment a-t-on imaginé les choses? Donc pour nous, la première étape qu'il y a lieu de réaliser, c'est en fait la partie rénovation de la chaufferie. Donc on commencerait en fait donc, en période hors chauffe, donc entre les mois de mai et les mois de septembre-octobre. Et donc la première chose que l'on ferait, c'est de remplacer la production d'eau chaude sanitaire. Donc ça, ce serait la première étape du dossier. La production d'eau chaude sanitaire dont vous avez besoin tous les jours. Donc, évidemment, celle-là, il faut en minimiser l'arrêt pour que en maximum 2 ou 3 jours, vous puissiez de nouveau bénéficier de cette production. Donc ça, c'est la première étape. Donc, on remplacerait le producteur d'eau chaude sanitaire et la distribution, vous permettant de continuer à vous alimenter. Ensuite, donc, la deuxième étape, c'est que comme on est hors période de chauffe, on peut s'attaquer au renouvellement de la chaufferie complète, donc de toute la partie chauffage de la chaufferie. Donc ça prendrait évidemment un peu plus de temps que de remplacer uniquement la production d'eau chaude sanitaire. Donc là, il faut compter sans doute entre 2 et 3 mois pour remplacer la chaufferie complète. Une fois qu'on a fait ça, donc en fait, on est prêt avec des nouvelles installations de chauffage, donc production de chaude sanitaire et chauffage. Et donc, on peut débuter la rénovation proprement dite des façades. Et donc là, l'idée, c'était de rénover par travée, en fait, les façades. Donc, il y aurait sur une travée le nombre d'appartements concernés par le nombre d'étages de la travée. Et donc là, on commence à déshabiller la façade et à la remonter au fur et à mesure. Et donc au niveau chauffage, on peut également intervenir dans les logements, donc en remplaçant les radiateurs et en remplaçant donc les colonnes de chauffage qui vont alimenter ces radiateurs et en venant les raccorder sur la nouvelle boucle et sur la nouvelle chaufferie que l'on aura installée. Donc on fait ça vraiment au fur et à mesure. Donc ne sont concernés par la coupure de chauffage que les appartements dont on est occupé à rénover la façade en fait. Et toute la nouvelle production continue à alimenter les appartements qui ne sont pas concernés par les travaux au moment X en fait. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on imaginait le phasage des travaux. Donc, maintenant, voilà, l'avantage, c'est qu'on puisse travailler par travée, appartement par appartement. Donc, comme je vous ai dit tantôt, ben, on se retrouve avec par appartement 35 mètres carrés de façade. Donc, ici, il faut savoir que c'est des grands châssis, donc c'est l'équivalent, à mon avis, il y a une journée de travail pour l'avant, une journée de travail pour l'arrière. Et donc, chaque appartement, vu que tout ça est préfabriqué au niveau de l'élément de façade.
Donc après ça, il y aura tout ce qui est finition, mais une fois que la façade est posée, elle est calfeutrée, donc chaque appartement pourra continuer à vivre normalement. Ce sera plus à ce moment-là des travaux de finition extérieure qui vont être là. Et alors, bon, il y aura une petite intervention au niveau des appartements, justement, par le remplacement des radiateurs, il y aura la trace intérieure à habiller en plaque de plâtre et pour pouvoir faire une finition correcte dans les appartements. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Au niveau de la chaufferie, qu'est-ce que tu as envoyé comme sorte de gaz Là, en fait, ce qu'on voulait vous proposer, c'était ne rien vous imposer, en tout cas aujourd'hui, mais par contre ouvrir la discussion avec vous de ce que vous souhaitez faire, soit de conserver le mazout, soit le gaz, donc, et vous présenter les avantages et les inconvénients de chacun, et puis de décider ensemble de ce que vous souhaitez comme combustible. Donc, si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, je pense qu'au niveau du prix du combustible, que ce soit mazout ou gaz, on est à peu près dans la même gamme de prix de consommation, parce que quand on augmente notre suivi, inversement, donc il n'y a pas vraiment une grande... Il n'y a pas vraiment une grande différence entre le prix d'achat du combustible, mais par contre, le gaz présente un avantage par rapport au mazout, c'est qu'au niveau maintenance des installations par la suite, ça va vous coûter moins cher, en fait, parce que le gaz est un combustible plus propre que le mazout, et donc ça engendre au niveau maintenance moins de travail. Et le deuxième avantage qu'a malgré tout le gaz, c'est la continuité de service, en fait. Donc vous ne devez pas vous tracasser, il n'y a personne qui doit aller vérifier le niveau de mazout dans la cuve, prendre le temps de recommander, etc. Vous avez une continuité de distribution qui est assurée. Donc, voilà. D'ailleurs, bon, je sais que certains propriétaires avaient, lors de notre première présentation, une petite crainte par rapport au gaz. Sachez qu'en fait, quand on met en place une installation gaz, il y a d'abord un organisme agréé qui vient vérifier la qualité du travail réalisé, qui vient vérifier l'étanchéité des conduites mises en œuvre. Et alors, on nous impose maintenant, en tout cas les organismes CIAMU, les pompiers, nous imposent d'avoir une détection de fuite de gaz dans la chaufferie. Donc, au cas où, si jamais il y avait un problème, si fuite de gaz il y a, directement elle est détectée. Et vous avez en fait une électrovanne qui est placée en dehors de la chaufferie, qui se ferme en fait et qui sécurise tout à fait le bâtiment de cette fuite éventuelle.